Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 18h, une émission qui sera consacrée aujourd'hui à la crise entre le Maroc, plutôt entre l'Espagne, et la réaction qui a été décidée par le gouvernement de prendre part donc pour le plan de l'autonomie marocaine. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez confronté au retour de manivelle de ses propres décisions, une décision qui continue de faire des remous, telle une secousse sismique. Le Parlement espagnol exige des explications de la part du Premier ministre et de la société civile. Elle dénonce ce revirement et le considère comme une trahison. Les Sahraouis appellent à faire barrage contre cette trahison par des manifestations. Le gouvernement espagnol fait fi du droit international alors que lui-même souffre du manque de légitimité auprès de sa population. Que vaut cette décision et quelles sont les répercussions? Voici les questions qui seront posées ce soir à nos invités. Sur le plateau, nous avons déjà avec nous M. Saïd Ayachi, président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. M. Saïd Ayachi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Nous aurons par téléphone M. Jean Lamort, écrivain suisse et défenseur des droits du peuple sahraoui. Par visioconférence, nous aurons avec nous M. Jean-Paul Lemarec. Et je rappelle, M. Jean-Paul Lemarec, que vous êtes militant associatif, responsable de la plateforme de solidarité avec le peuple sahraoui. Si j'ai bien cité donc votre mission, sinon vous pouvez toujours me rectifier, M. Jean-Paul Lemarec. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de nous avoir donc, ou d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté de faire le débat aujourd'hui avec nous. Alors, nous commençons. Le gouvernement espagnol s'est attiré la foudre de la société civile espagnole et des partis politiques, une vague de désapprobation et de rejet après la décision du Premier ministre espagnol. Le gouvernement espagnol est dans une très mauvaise position. Monsieur Jean-Paul Lemarec, je commence par vous. Est-il dans une mauvaise position? Oui, je crois qu'il est dans une mauvaise position parce que sa décision a été quand même à la fois une surprise parce que c'est un peu, jusqu'à présent, il y avait 40 années de neutralité de sa politique étrangère et de respect des résolutions des Nations Unies. Et le chef du gouvernement a pris une décision sans consulter ses partenaires au gouvernement et sans consulter non plus les parlementaires. Donc, moi, je me félicite qu'il y ait une forte opposition et une mobilisation en Espagne de la population, des autorités régionales, des parlementaires et de mobilisation. Il y a des Sahraouis qui viennent en Espagne, mais aussi des syndicats, des partis politiques. Donc, de ce point de vue-là, il est en mauvaise position. Et il est en mauvaise position parce que il a trahi ses engagements et il donne une espèce de coup de poignard dans le dos des Sahraouis sans les consulter. Et je crois qu'il y avait même, c'est une surprise en plus de sa décision, puisqu'il y a eu des rencontres récentes entre le ministre, le Premier ministre de l'Algérie et le Front Polisario, et on s'attendait pas à ce type de décision. Il a cédé devant le chantage et la pression du Maroc, mais je suis content, moi, que la mobilisation est forte en Espagne, mais elle existe aussi en Europe. En France, nous avions prévu une manifestation vendredi prochain devant l'ambassade d'Espagne et les autorités ne nous ont empêchés, nous ont pas autorisés à aller devant l'ambassade. Donc la manifestation a été annulée, mais nous avons décidé d'envoyer des courriers, de demander des rencontres à l'ambassadeur d'Espagne en France. Merci, Monsieur Jean-Paul Lemarec. Je me tourne vers vous. Non, pas le Maroc. Ah, excusez-moi, je n'ai pas voulu du tout faire ce genre de lapsus. Donc, Monsieur Saïd Ayachi, vous venez de l'écouter. Aujourd'hui, est-ce que le Premier ministre a mesuré les conséquences d'une telle décision avant de la prendre, apparemment? Non, M. Sanchez a très mal évalué, très mal apprécié la situation réelle sociopolitique en Espagne et plus précisément en ce qui concerne donc le dossier du Sahara occidental. Monsieur Sanchez a pris sa décision seul, avec probablement l'approbation de son parti, c'est-à-dire le Parti socialiste ouvrier espagnol. Et on sait malheureusement ce que sont les positions des socialistes en la matière. Il faut se rappeler Felipe González, Zapatero, on n'a rien vu de bon de ses premiers ministres, et donc il est dans la lignée en fait. Alors, M. Sanchez aujourd'hui est complètement isolé,
Et puis, je compléterai ce qu'a dit mon ami Jean-Paul de Marec, c'est que la Constitution espagnole dispose que dans les grandes lignes de la politique étrangère espagnole, il faut qu'il y ait un consensus des partis politiques espagnols. Or, M. Sanchez n'a pas consulté ses autres pairs des autres partis politiques espagnols et par conséquent, il a pris son décision seul. Ça, d'une part. D'autre part, nous l'avons dit, il a mal jugé de la réaction populaire espagnole. Sur ce même plateau, il y a quelque temps, j'avais précisé, et je le maintiens, que 85% de la société civile espagnole accompagne les Sahraouis, c'est-à-dire qu'elle les soutient dans leurs justes revendications. Et donc, cela n'a pas été pris en compte par M. Sanchez. Et enfin, il y a dans le propre gouvernement de M. Sanchez, qui est un gouvernement de coalition pour avoir une majorité au niveau du Parlement, au niveau des députés, certains membres du gouvernement, je cite la gauche radicale, Podemos par exemple, ont carrément désavoué leur chef du gouvernement. Oui. Et par conséquent, je suis de ceux qui pensent qu'il y a des jours sombres qui attendent M. Sanchez, oui, indépendamment du fait qu'il y a les intellectuels, les enseignants, les trucs qui, eux, condamnent et dénoncent le fait que Sanchez a manqué à préserver, à défendre l'honneur de l'Espagne, qui a ses responsabilités historiques dans le dossier occidental. Et c'est un deuxième abandon du peuple sahraoui par cette décision. Après celui de 1975. Je me tourne vers vous, Monsieur Jean Lamort. Que pensez-vous de cette décision qui a été prise de manière unilatérale par le Premier ministre espagnol? Nous sommes dans une suite de décisions unilatérales. Pour moi, ce n'est pas surprenant, en revanche. Tout ça découle des accords Abraham qui ont été signés en décembre 2020, initiés par Donald Trump et surtout son beau-fils Jared Kushner. Alors, ces accords, pour les remémorer, c'est un pacte entre Israël, les États-Unis, le Maroc, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Or, la condition sine qua non pour que le Maroc se rapproche d'Israël, c'était que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara et que les États-Unis reconnaissent également la souveraineté d'Israël sur la Cisjordanie et Gaza. Donc ça, c'est la base. Mais cela, ça remonte beaucoup plus loin. C'est un joker pour les discussions internationales, la carte du Sahara et la carte de la Palestine. Je suis intervenu à la Sorbonne en 2003 pour dénoncer des accords, des réunions qui ont été faites en octobre 2003 entre les ministres des Affaires étrangères respectifs, l'Israélien Sylvain Shalom et le Marocain Mohamed Ben Aissa. À l'époque, Israël demandait que le Maroc calme le jeu autour de l'intifada en se tournant vers les pays arabes qui étaient en effervescence. Et la condition que le Maroc a mise sur la table, c'est déjà une reconnaissance d'Israël en ce qui concerne une souveraineté hypothétique, évidemment, du Maroc sur les territoires sahraouis. Donc tout ça, ça fait un long chaînement. Et ce qu'il y a en ce qui concerne de prendre les gouvernements qui prennent des décisions seuls, des chefs de gouvernement, là aussi, on est en plein trumpisme. Trump a pris cette décision avec Israël, le Maroc, l'Arabie saoudite, les Émirats. C'était sans consulter qui que ce soit, ni le peuple américain, ni les peuples sahraouis, évidemment, ni les pays comme l'Algérie, la France, l'Europe. Maintenant, là-dessus, on parle beaucoup de la question de l'Espagne aujourd'hui. Effectivement, c'est un acte de traîtrise, c'est pas irréfléchi, c'est très réfléchi. Tout ça pour deux petites enclaves sur le territoire marocain. Ça me rappelle un peu des îles Malouines. Donc, l'Espagne n'a qu'à lâcher ces bouts de terre et comme ça, il n'y aura plus d'emprise. Mais la question du Maroc, qui pour moi, c'est une question de résidus féodal. On n'a qu'à voir le mur au Sahara qui est construit par le Maroc. C'est une technique du Moyen-Âge. Mais on est dans le domaine de la science-fiction aujourd'hui. Oui.
Oui, alors on va revenir vers vous, Monsieur Jean Lamort, donc restez toujours avec nous. Monsieur Jean-Paul Marek, dites-moi, aujourd'hui, est-ce que ce genre de décision, ce genre de comportement, je dirais irresponsable de la part des autorités ou du gouvernement espagnol ne risque pas de faire tache d'huile dans certains pays de l'Union européenne? Bah oui, c'est vrai parce que c'est pas seulement une relation bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. Comme le souligne Jean Lamort, les accords qui ont été conclus du temps de Donald Trump avec l'Arabie Saoudite, etc., pour la reconnaissance d'Israël, ont entraîné des répercussions. Et je crois qu'aujourd'hui, la décision de l'Espagne, alors je sais pas si elle a été coordonnée avec d'autres pays, mais quand même, c'est une pression pour que les États-Unis et la France reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. D'ailleurs, on peut remarquer que la lettre qu'a envoyée Sanchez, il parle du plan d'autonomie, c'est un soutien au plan d'autonomie, mais en même temps, c'est un soutien à l'intégrité territoriale, parce qu'il parle de soutien à l'intégrité territoriale des deux pays. C'est-à-dire que c'est une forme de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est quand même une atteinte au droit international, c'est un non-respect des arrêts de la Cour de justice européenne, donc c'est quand même une décision très grave qui peut entraîner justement des répercussions aussi au niveau, alors moi je ne crois pas qu'il y aura des répercussions au niveau des négociations de l'ONU, puisque la décision du Maroc, ça amène quand même c'est un peu disons, pour gêner l'envoyé spécial de l'ONU de Mistura, qui vient d'être nommé il n'y a pas longtemps et qui commence des négociations entre le Polisario et le Maroc. Donc, ce genre de décision, c'est quand même une mauvaise décision par rapport aux négociations de l'ONU, aux résolutions de l'ONU à faire appliquer. Oui, par rapport au plan de l'autodétermination, bien sûr, Monsieur Le Marek. Monsieur Saïd Ayachi, je réitère ma question, mais autrement posée. Je veux dire, est-ce que cela ne risque pas de donner des idées à certains pays de l'Union européenne? D'ailleurs, l'Union européenne ne sait pas encore n'a pas encore tranché sur cette déclaration du Premier ministre espagnol. Vous avez parfaitement raison. Au sein de l'Union européenne, il est clairement établi qu'il y a une influence majeure de la France et de l'Espagne, la France principalement d'ailleurs. Et donc, quelque part, ce microcosme européen de l'Union européenne est conditionné par les positions françaises qui poussent d'ailleurs, j'allais dire, à l'alignement sur les thèses marocaines. Sauf que, pris individuellement, beaucoup de pays en Europe ont une position très honorable, c'est-à-dire conforme au droit international. Par exemple, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, le truc, etc. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il faut attendre. Je n'en veux pour preuve que le dernier jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, qui était en faveur du Polisario sur un plan juridique tout à fait bien établi, est contourné de façon, j'allais dire, honteuse par la France, sous l'influence de la France, par la Commission de l'Union européenne. Et donc, au sein de l'Union européenne, il est clair que les choses peuvent évoluer, j'allais dire, vers cet alignement. Ceci dit, on verra combien de temps ça va prendre, parce que, je le répète encore une fois, la majorité des pays sont pour le droit international. Sauf qu'on ne sait pas quel est le génie évolutif de cette dynamique. Absolument, M. Ayachi. Monsieur Ayachi, alors, le Parlement espagnol n'est pas resté donc les bras croisés. Ils ont réagi tout de suite, donc après ce qu'ils ont appelé d'actes honteux de la part du Premier ministre. Il lui demande, il le somme d'ailleurs, de leur donner des explications. La semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Donc, il a rendez-vous avec les députés. Mais entre-temps, on a vu aussi des partis politiques tels que Podemos, donc prendre carrément le drapeau sahraoui et se positionner carrément contre cette position. Que risque aujourd'hui Pedro Sanchez? Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, politiquement il est isolé, et il n'a que l'appui de son propre parti. Est-ce que ça peut lui valoir sa place? Le truc, mais comme c'est un gouvernement de coalition, donc j'allais dire le bateau commence à prendre de l'eau. Podemos a toujours été aligné avec justesse et honneur
sur les revendications légitimes des Sahraouis, mais pas seulement Podemos. Il y a à l'intérieur de la classe politique espagnole des gens qui défendent l'honneur de l'Espagne. Il ne faut pas croire que toute la classe politique espagnole est corrompue. Absolument. Il y a des députés honorables qui disent « mais c'est une trahison ». Le crime de Sanchez aujourd'hui, et on peut en parler sur un autre chapitre, mais c'est celui-là précisément sur le plan intérieur espagnol, c'est qu'il a rompu l'équilibre qui existe depuis 40 ans sur une position de neutralité de l'Espagne dans ce dossier, encore que la neutralité pour l'Espagne, qui a des responsabilités historiques, n'est pas tout à fait convenable. Mais enfin, on acceptait quand même que l'Espagne dise on applique le droit international. Et c'était déjà acceptable pour toute la classe politique espagnole, donc ça se sauvait la face, et j'allais dire au sein de l'opinion publique espagnole, on réclamait un peu plus, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Mais il y avait quand même cet équilibre qui existait au sein de l'Espagne, dans l'espace sociopolitique. Oui. Aujourd'hui, Sanchez, par cette décision, il a rompu cet équilibre. Il a abandonné la neutralité traditionnelle de l'Espagne, et par conséquent, tout le monde lui en veut d'avoir placé le pays dans cette position. Parce que s'il a quelque part normalisé avec le Maroc, sous la pression et le chantage, comme vient de le dire mes deux amis, et de l'autre côté aussi, il va s'attirer les foudres d'abord de notre pays. C'est ce que j'allais dire, oui. Je dis, en fait, est-ce que le fait d'avoir voulu se rapprocher aujourd'hui du Maroc et de la crise, donc avec le Maroc, en faisant ce genre de déclaration et en optant pour ce genre de position, au fait, il s'est ouvert une autre porte de crise, mais avec d'autres partenaires de la région Méditerranée. Moi, je pense, Madame Laïla, que M. Sanchez a eu une démarche très médiocre, parce qu'il pensait. Je le rappelle qu'il y a quelques semaines à peine, le gouvernement espagnol, par la bouche de certains de ses membres, qualifiait l'Algérie de pays ami, de pays fiable, d'avoir un partenariat stratégique avec l'Algérie. Et c'est vrai, il y a tous les éléments, il y a tous les paramètres de ce partenariat. Et 3 semaines après, il prend le contre-pied de cette position. Non pas que l'Algérie veuille s'ingérer dans les affaires internes d'Espagne, non. Mais la position du gouvernement espagnol, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, la réaction de notre pays. Oui. C'est que la position de l'Espagne vient renforcer le colonisateur marocain au Sahara occidental. C'est-à-dire qu'il vient perpétuer la politique de fait accompli, ce qui alimente à juste titre la résistance du peuple sahraoui, et donc ce qui en fait une région qui connaît la guerre, c'est-à-dire l'instabilité et l'insécurité. C'est à nos frontières. Nous avons le droit de demander des comptes à des gens qui allument le feu, qui poussent les braises, et par conséquent l'Espagne, de pays amis qui avaient des discussions, j'allais dire, de pouvoir asseoir une sécurité pour toute la région et la sous-région, elle, maintenant, c'est elle qui alimente l'instabilité. Et par conséquent, l'Algérie est en droit de demander ça. Par ailleurs, si vous le permettez, très rapidement, il disait que l'Algérie est un pays fiable. Mais l'Algérie, maintenant, est en droit de dire que c'est l'Espagne qui n'est pas fiable, puisqu'on discutait de ça. Et même, entre Espagnols et Sahraouis, on laissait entendre que l'Espagne était pour l'autodétermination. Elle n'est plus maintenant avec cette nouvelle position. Et donc, ce n'est plus un gouvernement en qui on peut avoir confiance. Et l'Algérie est en droit maintenant de réviser de fond en comble ses relations avec l'Espagne, puisque ce n'est plus un pays de confiance, ce n'est plus un pays de fiabilité. Oui, Monsieur Jean-Paul Lemarec, aujourd'hui, je disais donc que le Premier ministre aura rendez-vous la semaine prochaine avec des parlementaires espagnols. Est-ce que vous pensez que, parce que bon, il leur doit des explications, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le poste du Premier ministre de Pedro Sanchez est en jeu? Est-ce qu'il pourrait être démis de ses fonctions d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que même au sein de sa population, il ne jouit pas tout à fait de la légitimité, son parti, je veux dire. Je ne crois pas, parce qu'il faudrait que... Il y a un risque quand même que, comme il y a Podemos Unidos, qui est quand même qui soutient le peuple sahraoui et qui est dans le gouvernement, mais je ne crois pas qu'il y aura un risque disons que le gouvernement chute, parce qu'il faudrait après qu'il y ait des nouvelles élections législatives et ça risque de renforcer l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, moi je ne crois pas à une chute du gouvernement. Mais en même temps, Pedro Sanchez, oui, peut être. Il y aura peut-être des débats dans son parti et je crois que la mobilisation de la population
va entraîner des débats, même chez les socialistes espagnols. Il entraîne déjà des débats dans les autres partis, parce qu'il y a beaucoup de partis et de syndicats, d'autorités régionales qui se sont prononcés, disons, contre la décision de Sanchez. Mais de ce point de vue-là, je crois qu'il y aura peut-être un débat dans le Parti socialiste qui chercheront une autre voie ou qui essaieront de changer de position. Ça, c'est un espoir. Moi, j'espère que les mobilisations débouchent sur des résultats. Alors, il y a des manifestations prévues à Séville après donc ce revirement de position. Il y a également, comme je le disais, le rendez-vous de Pedro Sanchez devant le Parlement la semaine prochaine. Et la question, on savait d'ailleurs avec M. Ayashi la dernière fois, on avait parlé lors de la dernière émission d'une lettre qui était tenue secrète, c'est-à-dire que cette reconnaissance était tenue secrète et que c'est le Maroc qui a divulgué le contenu de cette lettre. Alors, c'est quoi le but ? Le Maroc, c'est pour se renforcer. Disons, la position de l'Espagne, elle a tenu la lettre secrète, mais le Maroc l'a aussitôt utilisée pour faire disons, pour montrer que sa pression, que sa politique a des résultats. Et en même temps, la position du gouvernement espagnol contribue à justifier ce que fait le Maroc au Sahara occidental, c'est-à-dire il renforce la colonisation et la répression contre la population sahraoui, et en même temps il porte un coup aux résolutions de l'ONU. Donc de ce point de vue-là, je crois que ils l'ont gardé secret, mais ils savaient que ça allait être divulgué. Le gouvernement espagnol, il savait que le Maroc allait utiliser son texte. Mais je voudrais revenir juste un petit peu sur ce qu'a dit Saïd Ayashi tout à l'heure sur l'Europe. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais en même temps, il faut prendre acte quand même qu'il y a une déclaration récente de Josep Borrell, le haut-commissaire aux affaires étrangères, qui a confirmé la position de l'Union européenne sur le soutien aux résolutions de l'ONU à l'autodétermination. Mais en même temps, je sais que la Commission, le Conseil a reporté plainte par rapport à l'arrêt de la Cour de justice européenne pour pouvoir continuer à exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental. Mais je crois qu'il faut prendre acte quand même de cette déclaration officielle de Josep Borrell cette semaine là, sur le Sahara occidental et les résolutions de l'ONU. Je disais donc, Monsieur Jean Lamort, est-ce que aujourd'hui le Maroc, en rendant donc publique cette lettre qui était tenue secrète entre le Maroc et l'Espagne, n'a pas voulu un petit peu faire une démonstration de force, disons que je suis quand même un pays assez fort et que je peux, regardez-le, faire des pressions pour obtenir gain de cause? Alors oui, le Maroc est un pays une monarchie qui est traditionnellement expansionniste. On n'a qu'à regarder l'histoire. À un moment, le Maroc, la monarchie, a réclamé un territoire qui s'étendait jusqu'à Tombouctou. Après, il a voulu réclamer la Mauritanie. N'oublions pas la guerre des Sables, où l'Algérie, qui venait à peine de sortir d'une guerre d'indépendance extrêmement difficile, a été attaquée par le Maroc qui a réclamé un tiers du territoire. Donc, c'est également un régime extrêmement opportuniste. Vu qu'actuellement, la terre entière, nos regards sont tournés vers les événements entre la Russie et l'Ukraine, le Maroc profite de la situation pour essayer d'avancer sur la question de cette annexation unilatérale du Sahara sur lequel elle se casse les dents depuis des années. N'oublions pas aussi qu'un des facteurs déclencheurs, c'était la manière dont Madrid a reçu le Raïs du Polisario, Raïm Ghali, qui était malade du Covid, qui a été traité. C'est là qu'il y a eu le premier lâcher, pour ainsi dire, d'immigrés, où le Maroc s'est servi comme un outil d'agression des immigrés. Il y en a eu 12 à 15 000 qui ont été lâchés, pour ainsi dire, sur les enclaves espagnoles. Et c'était un incident diplomatique de très haut niveau. Donc là, c'est une répétition, ce que nous venons de voir. C'est une répétition de ces événements qui datent d'il y a 1 an et demi. Ceci dit, nous parlons de l'Espagne beaucoup, mais n'oublions pas que le maître marionnettiste dans cette affaire, en ce qui concerne l'Europe, c'est Paris. C'est pas la France. La France n'est pas au courant de ce qui se passe, ni au Sahara, ni en Algérie, ni au Maroc. Je parle du peuple français. Mais le gouvernement, lui, il est très bien au courant. Il manipule tout le monde.
il y a une censure sur ce sujet-là qui dépasse la censure en Russie sur l'Ukraine aujourd'hui. Mais nous, en France, on est tellement ignorants, tout le monde veut voir son match de foot, on rentre du travail fatigué, on veut se divertir. Mais le gouvernement français, peu importe le pouvoir, que ce soit de Giscard jusqu'à aujourd'hui, il y a une lame de fond en ce qui concerne le Sahara. Alors, est-ce que c'est une sorte de seconde guerre contre l'Algérie, celle-ci économique et politique, pour lui faire payer son indépendance? Ça pourrait l'être. Oui. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Ayashi. Aujourd'hui, pourquoi l'Espagne affiche son soutien de manière aussi ouverte, je dirais, faisant fi un petit peu de tous les us diplomatiques, politiques au Maroc? Est-ce qu'à ce point, et je réitère ma question parce que je l'avais posée la dernière fois également, le problème de l'immigration peut-il peser à ce point pour pouvoir sacrifier un partenariat de taille avec l'Algérie et même avec certains pays de la rive sud de la Méditerranée? Non, vous avez raison de vous poser la question. Laissez-moi, avec votre permission, apporter, Oui. j'allais dire, un petit développement en ce qui concerne Oui, et l'Europe et le reste. Et il y a quand même dans ce dossier du conflit du Sahara occidental et au niveau des Nations Unies, il y a un abus de langage, il y a une confusion sémantique aussi bien dans les résolutions que dans les recommandations. Depuis 2007, lorsque le Maroc a proposé son plan d'autonomie pour le Sahara occidental et qu'il y a eu des réactions favorables au sein du Conseil de sécurité, pas majoritaires, mais il y en a eu, on parlait de solutions réalistes, sérieuses et mutuellement acceptables. Alors, c'est un peu comme vous voulez. De quel côté vous vous placez, vous dites, bon, ça c'est dit pour l'autodétermination. Mais ceux qui étaient pour l'autonomie, ils disent c'est pour l'autonomie. Et voici comment maintenant on abuse de cette confusion. Ça entretient un flou. Ça, si vous voulez dire, c'est une sémantique qui entretient le flou. Ça Le dépend flou de quelle complet, position mais se on met. s'en sert. Oui. On s'en sert délibérément. Alors quand vous prenez M. Borrell qui dit oui, nous sommes pour les résolutions des Nations Unies qui doivent déboucher sur une solution réaliste, juste et acceptable. Oui. On reprend les termes qui étaient accolés à l'autonomie. Voilà. Mais il faut qu'on parle d'autodétermination, M. Borrell. Oui. Il faut qu'on parle d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Idem pour tous ceux qui crient. Et bien sûr, aujourd'hui... Pour la question palestinienne aussi. Hein. Bien entendu. Oui. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que nous ne sommes pas dans une transformation, dans une évolution par étapes? On veut nous imposer l'autonomie sous prétexte que l'ONU, après, évidemment, les premiers à qui on veut imposer cela, ce sont les Sahraouis. Et cela a été déjà fait, peut-être pas officiellement, mais les Sahraouis, bien entendu, forts de leurs droits, refusent l'autonomie, veulent l'autodétermination. Pour ce qui est de l'immigration, j'allais dire presque, c'est un faux alibi de M. Sanchez. Oui, il existe, mais il existe le problème d'immigration pour l'Italie, pour n'importe qui. Voilà. Et donc, le problème d'immigration existe. J'avais rappelé la dernière fois qu'il avait 3 manettes, le Maroc. L'immigration clandestine, le terrorisme et la drogue. Narcotrafic. Et la drogue. Et chaque fois qu'on veut faire des risettes au Maroc, on dit non, il faut qu'on assure la sécurité de nos présides que sont Ceuta et Melilla. Aujourd'hui même, on invoque même les îles Canaries. Avec le Maroc, il faudrait savoir à quoi s'en tenir, etc. Mais on ne peut pas décemment mettre sur le même plateau de la balance et l'avenir d'un peuple et ses histoires de sécurité. Laissez-moi dire d'ailleurs que notre pays et d'autres pays, parce que nous sommes concernés, nous sommes dans la région. Nous sommes intéressés à la paix et à la stabilité dans la région. Nous avons eu de la part des Espagnols des garanties de travailler ensemble pour la paix et la sécurité de la région et de rechercher une solution au conflit du Sahara occidental selon le droit international. Voilà ce qui a été entendu entre les deux parties. Aujourd'hui, clairement, M. Sanchez a abandonné sa position de neutralité et surtout a choisi le Maroc, j'allais dire, au détriment de la position algérienne et d'autres pays, pas seulement l'Algérie. Et par conséquent, M. Sanchez a fait son choix. Il a choisi comme pays important du sud de la Méditerranée, non pas l'Algérie, mais le Maroc.
il doit en assumer les responsabilités. Mais là, il engage tout son pays. Je veux Mais dire, bien entendu. Qui doit Mais bien mettre entendu. un terme à ça? Est-ce que si on doit mettre un terme à ça, qui pourrait revenir sur Un cette nouveau décision? gouvernement. Un Donc, nouveau gouvernement. ça pourrait coûter carrément Moi, je suis déçu. la chute Je de pense ce que gouvernement en l'Espagne- place. Que l'Espagne, j'allais dire, d'une façon ou d'une autre, d'abord, elle recouvrerait son honneur de pays qui s'est engagé auprès d'un peuple pour lui accorder l'émancipation. Cela a été fait. D'autant plus que ce sont donc une puissance coloniale administrante. Bien sûr. Elle est responsable de cette L'Espagne est encore situation la dans laquelle puissance se trouve administrante du aujourd'hui territoire du Sahara oui, occidental. les Sahraouis. Les accords de Madrid ont été déclarés nuls et en avenus en 2002 par l'ONU, par le Conseil juridique des Nations Unies. Oui. Donc l'Espagne a une obligation historique et juridique d'accompagner le peuple sahraoui vers l'autodétermination et laisser le peuple sahraoui choisir librement son destin. Oui, très bien, Monsieur Ayachi. Monsieur Jean-Paul Le Marec, alors, dans tout ça, qu'advient-il du processus d'autodétermination du peuple sahraoui, donc un processus qui est à chaque fois remis à jour, ou si vous voulez, reporté de référendum à référendum, d'année en année, d'émissaire en émissaire, on ne voit rien venir. Alors, on a quand même cette impression que cette latence n'est pas aussi, je dirais, involontaire, mais plutôt préméditée de la part de la communauté internationale. Alors, qui a intérêt, justement, à prolonger aujourd'hui ce rendez-vous qui donnera cette faculté ou cette liberté aux Sahraouis? Je crois que l'ONU, aujourd'hui, effectivement, c'est le statu quo, il profite au Maroc, puisque tant que c'est pas réglé, lui continue d'occuper, de réprimer. Donc, c'est aussi, il manque à une volonté politique de la part de l'ONU, de la communauté internationale, et une volonté politique à tous les niveaux, au niveau européen, et des pays comme la France, comme l'a dit Saïd Ayachi. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais la situation peut se débloquer. Je crois que les décisions du Polisario et la solidarité internationale peuvent contribuer à ce que ce soit débloqué. Je crois qu'aujourd'hui, depuis la rupture du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre 2020, il y a une reprise de la guerre. Il y a une reprise de la guerre, mais qui en parle? Le Maroc fait semblant qu'il n'y a pas de guerre. L'ONU dit que il ne se mobilise pas. Donc tout ça, ça peut contribuer. L'action du Polisario diplomatique, l'action de guerre qu'elle mène et la solidarité internationale doivent continuer pour que justement l'ONU prenne conscience des dangers. Ce qu'a dit Saïd Ayachi, les dangers de déstabilisation dans la région, c'est quand même grave. La décision qu'a pris le gouvernement espagnol aujourd'hui, c'est un risque par rapport à toute la région là du Maroc, oui. pays, enfin c'est un risque. De la Méditerranée, oui. Et de ce point de vue-là, je crois que l'ONU, il faut continuer pour que les négociations aboutissent et que ce soit sur une vraie réalité, c'est-à-dire pas seulement du blabla, pas seulement des négociations pour dire, comme disait Saïd tout à l'heure, une solution amiable, etc., mais un vrai décider la date d'un référendum. Le référendum d'autodétermination, comme ça a été fait pour Timor-Lest, Oui. il y a un référendum d'autodétermination qui permette au peuple sahraoui de décider librement et démocratiquement de son avenir. Je crois que c'est l'objectif. Et il faut qu'il soit atteint le plus vite possible. Et de ce point de vue-là, l'action du Polisario, l'action de solidarité internationale, les mobilisations qui se font peuvent y contribuer. Oui. Monsieur Jean Lamort, alors, selon vous, quand même, la question sahraoui ou la cause sahraoui a été laissée pour compte depuis quelque temps avec tout ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas, comme je le disais à Monsieur Le Marec, qu'il y a quand même une volonté de laisser cette apesanteur, ne pas régler le problème, le laisser partir dans la lenteur, d'autant plus qu'on remarque même qu'il y a un penchant très visible dernièrement pour le Maroc. Oui, alors je vais d'abord rebondir sur les réflexions, les pensées fort judicieuses de M. Ayachi et Le Marec en ce qui concerne le droit international. Là, nous sommes en train d'enfreindre un principe de base qui s'appelle, c'est latin, c'est légal, pacta sunt servanda.
Ça veut dire que agreements must be kept, comme on dit en anglais. Les accords doivent être honorés. Et la base, c'est vraiment un principe foncier, c'est basé sur l'article 26 de la Convention de Vienne. Or, là, ce qui se passe avec le Maroc, c'est ce que je qualifie d'une pédophilie politique. C'est-à-dire, un ancien régime, dans ce cas-là, une monarchie sénescente, qui est en train de violer une jeune nation. C'est peut-être imagé, mais c'est très juste. C'est extrêmement important. Et qu'on ne tourne pas le dos à cette situation comme nous l'avons fait depuis le début. Par exemple, la première invasion et annexation de manière unilatérale du Sahara par le Maroc, c'était le feu vert pour Saddam Hussein d'envahir le Koweït. Nous avons vu les résultats. Il est temps d'arrêter de rester les bras croisés devant cette situation en tant que spectateur immobile. Or, aujourd'hui, pire que les problèmes politiques, il y a également ce que je qualifie de l'effondrement des intellectuels, surtout français. J'aime pas citer des noms, mais dans ce cas-là, prenons Bernard-Henri Lévy, né en Algérie. Il n'a jamais dit un mot sur cette question. Pourquoi? Parce qu'il a son propre palais au Maroc. Ce n'est pas un cas unique. Malheureusement, les grands patrons de la presse. Oui, ce sont donc des gens qui profitent du régime marocain et donc en conséquence, ils le couvrent bien et ils portent la voix du Maroc dans les instances internationales. N'est-ce pas, monsieur Jean Lamort? C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Mais c'est très, très grave. Oui. Effectivement. Alors, monsieur Saïd Ayachi, dans tout ça, que reste-t-il du droit international lorsque tout le temps ce droit international est bafoué, lorsque tout le temps ce droit international est laissé pour compte, lorsque tout le temps il est violé? À quoi servent dans ces cas-là des lois et des textes de loi et des résolutions onusiennes si elles n'arrivent pas à être appliquées sur le terrain? Avec votre permission, je voudrais... vous avez posé une question éminemment pertinente à mes deux amis en ce qui concerne, j'allais dire, la lenteur qu'on observe au niveau des Nations Unies. C'est très important. Je donne des éléments de référence pour appuyer votre question. Vous savez que M. Christopher Ross, en tant qu'envoyé personnel, a été empêché même de faire son travail par le Maroc, qui ne cesse, pour tous les envoyés personnels d'avant, de faire des handicaps, des entraves et de ne pas les laisser travailler. Pendant ce temps-là, il est installé au Sahara occidental. Il y a la politique du fait accompli. Il s'incruste et il pille les richesses. Il y a la MINURSO qui déjà, que le Maroc a démantelé en 2013, avec quel pouvoir, on ne le sait pas, mais il l'a fait. Il a renvoyé 85 personnes civiles de la MINURSO. Et il n'a été ni rappelé à l'ordre, ni sanctionné. Oui, il jouit d'une impunité. J'allais y venir, mais bien entendu. Vous le dites, allons-y. Et il y a après la démission de M. Horst Kohler, 28 mois sans envoyé personnel. Quand il n'a pas d'envoyé personnel, le Maroc est à l'aise. Il se développe dans le Sahara occidental. Il y a la politique des faits accomplis et le statu quo. Il fait fructifier ses intérêts. Ce qu'on assiste aujourd'hui, cette inertie, cette inaction du Conseil de sécurité, ne profite qu'au Maroc. Elle fait perdurer les souffrances du peuple sahraoui, mais elle ne profite qu'au Maroc. Et ma crainte, je suis de ceux qui craignent que M. de Mistura, qui n'a pas reçu de carte de route, de feuille de route agendée par le Conseil de sécurité, on ne sait pas où il va. Et d'ailleurs, un de mes amis l'a rappelé à juste titre, les négociations en elles-mêmes ne peuvent, j'allais dire, tourner qu'autour de la date du référendum. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Il faut d'abord fixer la date du référendum et après, les experts peuvent discuter de ce qu'il y a à faire. Or, de tout ça, on n'en parle pas. Bien entendu, pas trop vite le matin, doucement le soir. On va y aller. Pendant ce temps, le Maroc se développe et le peuple sahraoui en souffre. Quant au droit international, Madame Leïla, malheureusement, comme on dit, et on l'a appris, j'allais dire, dans différentes situations, il y a le droit, il y a la politique. Il y a le droit que les puissants ont codifié sur les tablettes des Nations Unies,
mais ils ne l'appliquent que lorsque leurs intérêts sont en jeu. Oui. Mais quand c'est l'intérêt des autres, on passe outre et on Le essaie deux poids, même deux de mesures à trouver, chaque fois. des justificatifs au piétinement de droit. Oui. Les exemples sont légion, il serait trop long de les citer ici, mais en tout cas, c'est la réalité, le droit international à géométrie variable. On n'ose pas encore attaquer fondamentalement le droit international. Mais en tout cas, ce dont on assiste dans le dossier du Sahara occidental, qui est un dossier très clair du point de vue du droit. En fait, il est très simple. Très clair. C'est très simple, oui. Un Un référendum. pays inscrit comme pays non autonome sur les tablettes des Nations Unies, les pays non autonomes inscrits sur les tablettes des Nations Unies sont justiciables d'un référendum de détermination au regard de la résolution 1514 et au regard de la Charte des Nations Unies en matière de décolonisation. Il n'y a pas plus clair que ça. On n'a même pas besoin d'un avocat. Oui. Et pourtant, ça fait 46 ans que ça dure. Ça fait 46 ans que ça dure et ça fait plus de 46 ans que ça dure pour les Palestiniens. Le parallèle se fait de lui-même. Monsieur Jean-Paul Lemarec, aujourd'hui je disais que le Maroc agit en toute impunité, qu'il fait même des marchandages, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire au détriment de la cause sahraoui. Un rapprochement avec Israël, l'entité sioniste, au détriment de la cause sahraoui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous avons deux pays qui sont dans l'impunité totale et sur lesquels le droit international ne pèse pas du tout. C'est-à-dire que ça va le Maroc et l'entité sioniste. Voilà, je crois que vous avez raison de soulever, de comparer les deux situations, le Sahara occidental et la Palestine, avec les deux pays occupants, c'est-à-dire le Maroc et l'Israël. C'est vrai que là, le droit international est complètement bafoué, puisqu'on a de chaque côté, il y a des tas de résolutions, elles sont jamais appliquées. Et autant on entend les pays occidentaux parler de sanctions pour certains pays, etc., mais jamais on entend parler de sanctions pour Israël et Maroc, même s'ils bafouent le droit international, même s'ils bafouent les droits de l'homme, alors que même l'Union européenne, elle signe des accords avec ces pays, avec Israël, avec le Maroc, et dans ces accords, il y a un article 2 qui parle du respect des droits de l'homme des deux côtés. Si les droits de l'homme ne sont pas respectés, on peut prendre des mesures coercitives, des sanctions. Cet article n'a jamais été appliqué pour le Maroc et pour l'Israël. Donc ça veut dire que c'est, comme vous l'avez dit, à juste raison, c'est une véritable impunité. Aujourd'hui, ces deux pays, c'est l'impunité. Et ils bénéficient malheureusement de la complicité des gouvernements comme le gouvernement français, des Nations Unies, à la fois son inaction, comme disait Saïd Hayachi, mais aussi de sa complicité d'un certain point de vue. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a que la lutte qui peut faire sortir une solution à ce problème. Et aujourd'hui, les négociations. Des Mistura, quel mandat il a? Si on regarde les mandats, d'ailleurs le Polisario l'a très bien souligné, si on regarde le mandat, les résolutions des Nations Unies, la dernière résolution des Nations Unies, quel mandat il a? C'est vague, c'est flou, c'est pas un vrai mandat de négociation. Le seul mandat de négociation, c'est dire aujourd'hui le droit d'un peuple à disposer de lui-même, c'est le droit à l'autodétermination, c'est un référendum d'autodétermination. Où, quand, comment on fait le corps électoral et on décide de la date. Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur Jean-Paul Lemarec. Monsieur Jean Lamort, je dirais cette impunité pour le Maroc aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas petit à petit d'offrir des droits au Maroc, des droits qu'il n'a pas, en contrepartie de reconnaissance qui pourrait fâcher beaucoup de pays voisins, y compris la reconnaissance d'une entité sioniste, et qui, en plus, avec une base militaire et des contrats de coopération sur l'armement avec un ennemi pour les pays voisins. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc ne constitue pas tout simplement une force, je dirais, pas une force, mais un pays qui pourrait menacer la sécurité de toute la sous-région par le travail sournois qu'il est en train de faire? Oui, parfaitement d'accord. Je reviens aux accords Abraham qui sont vraiment capitaux dans cette affaire. Ces accords sont basés
sur, évidemment, les relations que j'ai évoquées tout à l'heure, une sorte de réciprocité du regard entre Israël, le Maroc, les États-Unis, la question palestinienne, la question sahraoui. Mais la base de ces accords, c'est quoi? C'est justement ce que vous évoquiez, c'est la vente d'armes, et la vente massive, à la fois par les États-Unis et par la France, aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite. Le but final de ces accords, c'est quoi? C'est de s'opposer à l'Iran. L'Iran, c'est la bête noire des États-Unis. Depuis 1953, quand les États-Unis, sous la présidence d'Eisenhower, où le secrétaire d'État était John Foster Dulles et son frère Alan Dulles était le directeur de la CIA, ils ont fomenté, perpétré leur premier coup d'État admis en destituant Mossadegh, comme nous le savons tous. Mais personne n'en parle plus de ça. Et ça, c'est le début du problème. Ensuite, l'État israélien, qui n'avait même pas fêté son 10e anniversaire, en 1957, a formé la SAVAK du Shah d'Iran, une des plus répressives polices depuis la Gestapo. Donc, nous sommes, je parle de nous en Occident, nous sommes en train de récolter les fruits de tout ça, mais l'histoire est liée, tout est en caténation. On ne peut pas ignorer les problèmes de fond. Il faut regarder très, très en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Or, la carte du Sahara sert comme une carte de joker. Elle est toujours là. Oui. On le voit. Oui. Très bien, Monsieur Jean Lamor. Alors, je rappelle juste, puisqu'on parlait du règlement et du droit international et du processus référendaire tel que conformément donc aux accords des Nations Unies, je rappelle juste la position de Nations Unies. Alors, le porte-parole, Stéphane Dujarric, vient de rappeler que le conflit doit être résolu dans le cadre d'un processus politique sous ces directives, c'est-à-dire les directives des Nations Unies. Un rappel, je le dis, et je le précise, très timide, parce que ça reste quand même, comme disait M. Saïd Ayachi, très flou, très vague, et on le comprendrait de multiples manières. Ça dépend dans quelle position on se trouve. Mesdames et messieurs, donc je vous laisse peut-être le dernier mot, mais alors très brièvement, car il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur Ayachi, vous souhaitez intervenir? Allez-y, faites-le. Oui, je voulais dire justement, s'il y a impunité, c'est qu'il y a un protecteur. Oui. Alors, donc, Israël comme le Maroc ont des protecteurs qui sont clairement identifiés au niveau du Conseil de sécurité. Et au niveau de ce même Conseil de sécurité, il y a le chapitre 7. Le chapitre 7, les résolutions prises par le Conseil de sécurité deviennent contraignantes. C'est-à-dire, on pourrait obliger et le Maroc et Israël de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité. Cela a été fait pour l'Irak, pour la Serbie, pour le truc, mais ce n'est pas fait pour le Maroc et Israël, parce que les protecteurs sont là et les protègent au détriment des peuples, de la liberté des peuples, de l'autodétermination des peuples et de la démocratie des peuples, dont beaucoup de gens viennent nous donner des leçons à longueur de journée. Et on l'a vu avec la crise ukrainienne, beaucoup de masques sont tombés en question du droit international et du deux poids, deux mesures. Alors, Monsieur Le Marec, vous voulez dire juste un dernier mot avant de terminer? Non, je crois que j'étais d'accord avec ce qu'a dit Saïd Yachi. D'ailleurs, les droits internationaux et le référendum et l'article 7, ça a été utilisé pour Timor-Leste aussi. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu un référendum qui a été effectué sous contrôle de l'ONU, mais c'est l'ONU qui l'a décidé. Moi, je voudrais faire une petite remarque quand même sur comment l'Espagne peut soutenir une autonomie. L'autonomie, normalement, ça l'appartient pas au Maroc, le Sahara occidental. On décide de quelque chose pour un territoire qui ne vous appartient pas, puisque l'arrêt de la Cour de justice internationale, les avis, plus les arrêts de la Cour de justice européenne, montrent bien que le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts et séparés. Moi, je conclurai en disant il faut poursuivre la mobilisation, que le Front Polisario, je compte sur lui, d'ailleurs, nous comptons tous sur lui pour poursuivre son action, et nous poursuivons de notre côté notre mobilisation dans tous les pays pour faire pression à la fois sur les gouvernements et sur les organisations internationales. Monsieur Jean Lamor, vous souhaitez peut-être un dernier mot avant de se quitter? Oui, j'ajouterais que cette trahison, elle est double. Le peuple sahraoui est hispanophone.
est profondément hispanophile. Les relations sont très profondes. Donc, c'est une double tradition. En ce qui concerne le droit international, aucune dérogation ne doit être permise. Nous sommes dans un cadre de normes péremptoires. On doit respecter le droit international, sinon ça veut dire qu'on se réfère à des lois qui ne seraient non promulguées. Ouais. Il faut respecter le droit international et là, c'est le cas. Oui, il faut le respecter et il faut surtout obliger les instances à le faire respecter en dépit des soutiens des uns et des autres. Messieurs, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir pris part à ce débat. Monsieur Lariachi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Algérien. Je crois que j'ai bien dit là. Algérien, absolument. Monsieur Jean-Paul Lemarec, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes militant associatif, responsable de la plateforme de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous, Monsieur Jean Lamort, d'avoir pris part à ce débat. Vous êtes écrivain et militant pour la cause sahraoui. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez le journal de 19h qui vous sera présenté par Fatma Menni.